Bien, tout d'abord, je voudrais féliciter le Maroc, et en particulier d'ailleurs le haut-commissaire Alami, d'avoir choisi le thème qui nous réunit depuis ce matin et qui nous réunira encore demain, d'essayer de voir entre les trois continents qui entourent l'Atlantique comment les organiser, comment faire progresser les valeurs qui sont les nôtres. Je crois qu'en effet, aucun autre pays que le Maroc n'était mieux placé pour le faire. Si on prend une image, celle d'une boussole, le Maroc au nord a l'Europe et a des relations avec elle par la Méditerranée. Si l'on prend l'ouest, le Maroc a les deux Amériques et a des relations avec elle par l'Atlantique. Si l'on prend le sud, il y a l'Afrique noire et le Maroc, depuis toujours, a des relations avec l'Afrique noire. Si l'on prend l'est, il y a le monde arabe, le monde arabo-musulman, et le Maroc a toujours eu une influence déterminante sur les pensées profondes du monde arabo-musulman. Par conséquent, aucun autre pays que le Maroc n'était mieux placé pour nous inviter tous à réfléchir à l'importance des trois continents et à essayer d'envisager à beaucoup d'égards leur rapprochement. Le Maroc n'a d'ailleurs jamais cessé de s'ouvrir au monde qui l'entoure, de l'influencer et d'être influencé par lui. Ça remonte à l'histoire du Maroc lui-même. Vers l'ouest, il y a toujours eu des rapports avec les États-Unis et le Brésil et tous les pays d'Amérique latine. Et le Maroc en a probablement retiré en partie l'idéal démocratique, les libertés publiques. Si l'on regarde vers le nord, il y a eu des va-et-vient d'influence entre le Maroc et l'Europe. Il fut un temps où les Berbères du Maroc pénétraient en Espagne, arrivaient jusqu'à Poitiers. Il fut un autre temps plus tard où ce fut l'inverse et où les Européens sont venus au Maroc. Et cette influence réciproque a permis de créer des liens exceptionnels entre le Maroc et l'Europe. Si l'on prend l'évolution vers l'Est, le Maroc, évidemment, a reçu du monde de l'Est la langue arabe et l'islam. Mais il a donné en contrepartie, en retour, car il y a toujours des va-et-vient dans l'histoire, il a donné l'image d'un islamisme modéré, d'un islamisme démocratique, qui a toujours influencé l'ensemble du monde arabe. Aujourd'hui, d'ailleurs, ces connexions subsistent naturellement et même s'accentuent. Entre l'Europe et le Maroc, l'entente est croissante autour du statut avancé dont on a parlé ce matin et qui fait que le Maroc a une proximité de plus en plus grande, concrète, avec l'Europe, dans tous les domaines, l'innovation, l'industrie, l'énergie, les grands projets d'équipement, le renforcement de la coopération, l'introduction dans les enceintes internationales par une politique étrangère et de sécurité commune, la préparation d'un accord de libre-échange global et approfondi. L'agriculture, la pêche, les mines, l'environnement, tous ces sujets sont communs aujourd'hui à l'Union européenne et au Maroc. En échange, d'ailleurs, le Maroc, qui a une dimension humaine dans sa culture et sa civilisation, a permis, sans aucun doute, à l'Union du Maghreb arabe, l'UMA, de reprendre vie et force. On l'a vu récemment dans un
colloque que nous tenions en Tunisie avec certains de ceux qui sont ici, et où on a vu l'influence réelle du Maroc, l'influence morale, politique, pour permettre précisément à l'UMA de reprendre une force qu'elle doit avoir. Si l'on regarde vers l'Ouest, vers les États-Unis, vers le Brésil, vers l'Amérique latine, on voit qu'il y a aussi des connexions de plus en plus fortes. Le Maroc est désormais allié stratégique des États-Unis. Il y a d'ailleurs de temps en temps des manœuvres militaires conjointes. On a vu en 2005 une manœuvre importante qui a impliqué 300 marines et 150 soldats marocains. Le Maroc a aussi bénéficié d'être considéré comme un bon élève pour la démocratisation et il a été éligible au Millennium Challenge Account. Sur le plan commercial, certes, les relations avec l'Ouest, avec les États-Unis ou avec le Brésil ne sont pas considérables. Elles portent à l'heure actuelle à peu près sur $1 milliard par an, mais néanmoins, elles ont tendance à se renforcer progressivement. Si l'on prend l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique noire, c'est une priorité, ça a toujours été historiquement une priorité pour le Maroc. Il y a un intérêt stratégique du Maroc à la Mauritanie, au Sénégal, au Niger, au Mali, à la Guinée et à leurs histoires. Il y a sur ces sujets d'ailleurs des consultations de plus en plus fréquentes avec la France. Et si on peut dire qu'il y a eu d'une certaine façon un rendez-vous manqué du Maroc avec l'Afrique du Sud, pour lequel pourtant le Maroc avait largement contribué à vaincre l'apartheid, je crois qu'il y a eu là aussi un certain nombre de malentendus. Le fait que l'Afrique du Sud ait reconnu la République arabe sahraoui démocratique, le fait que l'Afrique du Sud ait privé le Maroc de la Coupe du monde de football, d'ailleurs de peu. Je crois que ça s'est joué à 14 contre 10 voix, mais le Maroc s'est vengé d'ailleurs 3 ans après en obtenant contre Johannesburg, à Rabat, le siège de l'Organisation des cités et des gouvernements locaux. Mais on voit bien que jusqu'à l'Afrique du Sud comprise, le dialogue est constant entre le Maroc et l'Afrique noire. Si l'on prend maintenant l'Est, le monde arabe, l'image du Maroc, pays démocratique, pays arabe démocratique et ouvert, tolérant, l'influence du Maroc n'a cessé de grandir et ne cessera de grandir, me semble-t-il, au cours des prochaines années. Les valeurs qui sont communes aux 3 continents sont donc des valeurs que les Marocains connaissent depuis très longtemps. La démocratie, les droits de l'homme, le respect des autres, la tolérance des religions, la tolérance des idées, la sécurité. Alors, finalement, l'Union pour la Méditerranée, dont vient de parler Émile Mallet, l'Union pour la Méditerranée doit être, me semble-t-il, le cœur de ce monde des 3 continents. Parce que c'est dans cette Méditerranée que la civilisation occidentale est née et qu'elle s'est répercutée sur les 3 continents. Sur les 3 continents, d'ailleurs, on parle de plus en plus l'anglais, le français, le portugais, l'espagnol, l'arabe, partout. Et il est certain que l'on voit que ce qu'on pourrait appeler l'américano-euro-Afrique, qui est un concept peut-être à inventer, mais qui est un concept qui, en pratique, existe depuis longtemps, je pense que cette Union pour la Méditerranée, qui est difficile à mettre en œuvre, mais qui progressera, parce qu'elle correspond à une réalité, ce n'est pas une vue de l'esprit qu'a eue Nicolas Sarkozy, c'est une réalité que chacun comprend et que chacun veut approfondir. Cette Union pour la Méditerranée doit permettre, en étant un peu le cœur de cette union des 3 continents,
de donner une force formidable au monde occidental. L'élection, d'ailleurs, de Barack Obama est une réussite formidable des trois continents. Barack Obama est africain, naturellement, d'origine, par son père, mais il est européen par sa mère. Et il est américain, il est président des États-Unis d'Amérique. C'est une évolution qui a été longue aux États-Unis, mais qui était prévisible. Moi, j'ai connu autrefois le pasteur Martin Luther King dans les années 60, et je lui avais dit un jour, il y aura un président noir aux États-Unis. Et il m'avait dit, oh my God, I cannot dream it. Et puis, finalement, par la suite d'une évolution qui s'est accélérée depuis les années 60, qui a permis d'abord à des maires, à des gouverneurs, à des chefs d'entreprise noirs de réussir, qui a permis ensuite à des secrétaires d'État, et puis aujourd'hui à un président, on a vaincu aux États-Unis, comme on l'a fait en Afrique du Sud, on a vaincu le racisme, on a vaincu l'apartheid, on est revenu aux valeurs fondamentales qui réunissent nos trois continents. Et probablement, c'est l'union de ces trois continents, si elle se confirme, sera dans le monde très dangereux qui est le nôtre. Très dangereux parce que les armes actuelles ne sont plus à l'échelle de la Terre ni de l'homme, puisqu'elles peuvent détruire la Terre en quelques minutes. Cet axe-là devrait permettre, me semble-t-il, d'être une chance formidable pour la paix du monde. La dernière fois que j'ai vu le général de Gaulle, c'était en 69, quelques mois avant sa mort, d'ailleurs à Colombey-les-Deux-Églises. Il m'avait dit un jour, il y aura un conflit nucléaire. Et je lui avais dit, mais pourquoi vous dites ça, mon général? Il m'avait dit, mais c'est parce que c'est sûr. On ne peut pas donner aux hommes des armes sans qu'un jour il y ait un cinglé qui ne s'en serve. Mais il avait ajouté, cette guerre nucléaire qui au départ sera partielle, il faudra tout faire pour qu'elle ne devienne pas totale. Eh bien, il faut que cette réunion des trois continents, cette réunion nécessaire, logique des trois continents qui entourent l'Atlantique, soit cet axe de paix qui empêche non seulement, bien sûr, une guerre totale, mais même une guerre partielle. Ce serait alors une belle réussite qui aurait commencé dans nos esprits à Skhirat, mais qui permettrait peut-être d'envisager avec beaucoup d'espoir et d'optimisme le monde de demain.